Il fallait que le conseil fasse un choix. Je leur ai dit que c'était l'entreprise de Steve, que j'étais là en renfort, que s'il souhaitait que ce soit lui qui la dirige, cela me convenait. Mais il fallait décider de la marche à suivre une fois pour toutes. Steve l'a ressenti comme un affront et a attaqué Scully. Il a mis le conseil en demeure de choisir entre les deux, parce qu'il était sûr qu'on le soutiendrait lui. Finalement, après avoir discuté avec Steve, puis avec moi, ils ont décidé d'appliquer mon plan. Et Steve a démissionné. Que dire? Je me suis trompé. Oui. Il a démoli tout ce que j'avais construit en 10 ans. À commencer par moi. Mais ce n'est pas le plus grave. J'aurais quitté Apple avec joie si elle avait évolué comme je le souhaitais. Chez Apple, on éprouvait des sentiments contradictoires à ce sujet. Tout le monde avait subi les foudres de Steve à un moment ou à un autre. Alors, le départ du tyran provoquait un certain soulagement. Mais d'un autre côté, les mêmes personnes éprouvaient un grand respect pour Steve. On était tous très inquiets de ce qui allait arriver à cette entreprise privée de son fondateur et de son charisme. Apple ne s'est jamais relevé d'avoir perdu Steve. Il en était l'âme et le moteur. L'entreprise ne serait pas la même aujourd'hui si elle n'avait pas perdu son âme. Les années suivant le départ de Steve Jobs seront les plus lucratives de l'histoire d'Apple. Leur ordinateur colle au mode de vie californien, un mélange de travail et de loisirs, et son influence s'étend à l'industrie tout entière. Tout à l'euphorie, Apple se considère toujours comme l'arc-en-ciel salvateur dans la grisaille du monde informatique. Leading the forces of freedom is Macintosh. Dans ce film destiné à stimuler le zèle des vendeurs, Apple exalte encore et toujours le rôle du Mac, grand libérateur des pathétiques prisonniers du PC IBM. We'll fight 'em in the office and the classroom and the desktop with superior weapons. Grâce à des améliorations de structure et à l'explosion du secteur de la PAO, le Mac trouve son marché. Dès 1987, Apple vend 1 million de machines par an. Let's go get 'em. L'argent rentre à flot. Sur chaque Mac vendu 2000 $, Apple touche une marge bénéficiaire de 50%. Chez Apple, on est convaincu de la supériorité des produits maison. On estime que les clients seront toujours prêts à payer un supplément qualité. Estimation arrogante et erronée. Le Mac aurait vraiment dû remporter la bataille des micro-ordinateurs. Certes, il coûtait plus cher que le PC IBM, mais si on voulait un ordinateur simple et convivial, le Mac était le seul choix possible. C'est du moins ce qu'on croyait chez Apple. C'était compté sans Bill Gates. Gates a compris que l'interface graphique du Mac menaçait la poule aux œufs d'or de Microsoft, le DOS. Il a entrepris de recouvrir le DOS d'une interface graphique, ce qui revenait à camoufler un immeuble décrépit derrière une jolie façade. Il a nommé cette façade Windows. Au début, elle était un peu de guingois, mais elle a suffi pour défendre le précaré du DOS. C'était en février-mars 84, juste après le lancement du Macintosh d'Apple. Nous avions acquis la conviction qu'il fallait miser sur les interfaces graphiques, d'abord avec les applications pour le Mac, ensuite avec Windows. Le développement d'une interface graphique qui puisse rivaliser avec le Mac engage Microsoft dans un long tunnel. Du fond de leur bureau sans fenêtre, les programmeurs vont trimer pendant des années pour mettre au point les fenêtres de Windows, réconfortés par des sodas à volonté. J'étais le directeur du développement de Windows 1. On progressait très péniblement. Il nous a fallu environ 7 versions avant d'obtenir un résultat correct en 1990. Les premières versions de Windows ne provoquent que quelques sourires condescendants de la part d'Apple.
Mais Bill Gates est la persévérance même. Windows s'améliore régulièrement et finit par inquiéter Apple, qui accuse Microsoft de plagier le look and feel, c'est-à-dire la personnalité du Mac. Finalement, Apple intente un procès à sa rivale. S'il ne pouvait pas être breveté, le look and feel aurait pu faire l'objet d'un copyright. Comme il n'existait aucun précédent, ce cas allait faire jurisprudence. Il y a eu une période de 5 ans dont l'issue incertaine aurait pu être désastreuse pour Microsoft. On avait misé très gros sur Windows. Ils refusaient de modifier quoi que ce soit. Soit on cédait, soit ils menaient l'affaire jusqu'à la Cour suprême. Nous étions sûrs que les juges allaient finir par se prononcer en notre faveur, ce qu'ils ont fait. Apple a perdu. Pire, pendant la durée du procès, environ 6 ans, nous nous sommes sans doute laissés aller à imaginer avec un brin de suffisance que nous serions définitivement à l'abri des attaques de Windows. Le lancement de Windows 3 en 1990 ruine les derniers espoirs d'Apple de remporter la guerre des GUI. Dorénavant, tous les ordinateurs compatibles IBM seront aussi simples à utiliser que le Mac. En un an, Microsoft distribue près de 30 millions d'exemplaires de Windows 3, reléguant le Mac à une petite niche du marché. Bill Gates s'est révélé un stratège hors pair. Ladies and gentlemen, the Windows 3 development team. Tout au long de l'évolution de la micro, il a su s'allier aux leaders des fabricants du moment et se tailler la part du lion sur le marché des logiciels, imposant sa norme à tout le secteur. Stratège et surtout joueur, Bill Gates a toujours été prêt à prendre des risques calculés. Prenez Windows. N'avons-nous pas misé l'avenir de notre entreprise dessus? N'avons-nous pas réussi? Presque tout ce que nous avons fait a déclenché beaucoup de scepticisme au départ. Mais on s'est accroché et malgré toutes les remises en cause, on a mené nos projets à bien. Le problème, c'est que cette industrie n'était pas gouvernée par celui qui vendait le meilleur ordinateur ou la technologie la plus innovatrice, mais par celui qui offrait le système le plus ouvert, adopté par la majorité des autres entreprises. La stratégie commerciale de Microsoft s'est révélée la meilleure. Le seul problème de Microsoft, c'est leur manque de goût. Ils n'ont absolument aucun goût. Et je le dis très sérieusement. Ils n'ont pas d'idée originale. Et ils ne font pas entrer beaucoup de culture dans leurs produits. Et c'est très important parce que les polices de caractère harmonieuses sont issues de la tradition de l'imprimerie, des beaux livres. C'est là qu'on puise ces idées. Sans le Mac, ils n'auraient jamais eu ce genre de choses dans leurs produits. Cela m'attriste. Pas la réussite de Microsoft, ils la méritent, en grande partie. Ce qui me dérange, c'est qu'ils vendent des produits bas de gamme. J'admets que Windows a sans doute 3-4 ans de retard sur ce qu'il serait si on n'avait pas valsé avec IBM si longtemps. Le fait d'avoir éparpillé notre énergie, notre travail, notre matière grise a empêché une meilleure innovation et le client en a pâti. Quand j'entends ces critiques blessantes, je me dis... Attendez, vous allez voir Windows 95, Windows 96. Depuis 3 ou 4 ans, nous savons où nous allons. Depuis qu'on n'est plus obligé de se couper en deux pour ménager IBM. Même pour les systèmes d'exploitation. Vous verrez, les gens pourront reconnaître qui est le vrai leader.
Nous améliorons sans cesse nos logiciels. Des millions d'utilisateurs nous téléphonent. On tient compte de leurs critiques. Rien n'est fixé pour toujours. S'ils veulent changer quelque chose, on le change. C'est l'avantage de cette industrie. Microsoft a été à la pointe des avancées en matière d'interface utilisateur